Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme il semblerait que dans le public on ait pas mal de bavards et de bavardes, nous allons traiter un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois sur Facebook. Nous allons parler de la téléphonie mobile. Comment ça se passe lorsque vous passez un appel et comment tout le réseau fonctionne. Et pendant la seconde partie de cet épisode, je vais vous expliquer comment bien choisir un téléphone mobile qui vous convient. System downloaded. Comme on le sait tous, on ne comprend jamais le présent sans connaître le passé, donc faisons déjà un peu d'histoire. Le 15 mars 1888, un professeur de l'école polytechnique de Karlsruhe, nommé Heinrich Rudolf Hertz, va découvrir les ondes électromagnétiques. Il en fera d'ailleurs une démonstration à ses étudiants, et lorsque l'un d'eux lui demandera quelles sont les applications de cette découverte, il répondra « aucune ». Comme quoi, on peut être un très bon scientifique et pas visionnaire du tout. En 1897, Guglielmo Marconi va utiliser ces ondes électromagnétiques pour transmettre un message. Alors ça n'était qu'un simple message en morse et la portée n'était que de 13 km, mais c'est le début de la communication sans fil. Mais il faudra quand même attendre le 3 avril 1973 pour que le directeur de la branche télécommunications de Motorola, Martin Cooper, passe le premier appel depuis un téléphone mobile. Et on attendra encore 11 ans pour que le premier téléphone soit commercialisé en 1984. C'est le Dynatac 8000X de Motorola qui est mis sur le marché au prix de 4000 $. Rigolez pas comme ça, à l'époque, avoir ça, c'était trop la classe. Maintenant que nous savons comment le portable est né, on va voir un peu comment le réseau fonctionne, comment ça se passe lorsque vous passez un appel depuis votre téléphone. Premièrement, les sons qui sortent de votre bouche vont être transférés par les vibrations de l'air jusqu'au micro de votre téléphone. Le micro transforme alors ces vibrations en impulsions électriques, que votre téléphone va lui coder en numérique, c'est-à-dire une suite de 1 et de 0. Une fois que cela est fait, il va créer une onde électromagnétique grâce à sa batterie, et cette onde va transporter le message numérique jusqu'à l'antenne. L'antenne va ensuite débarrasser le signal numérique de l'onde électromagnétique, et va transférer ce signal via des relais jusqu'à l'antenne la plus proche de votre correspondant. Puis cette nouvelle antenne va créer une onde électromagnétique pour porter le signal numérique jusqu'au récepteur du correspondant. Son téléphone va recevoir le tout, se débarrasser de l'onde électromagnétique et retranscrire par l'intermédiaire du haut-parleur le signal numérique en son. Et finalement, les vibrations sonores voyageront à travers l'air jusqu'à votre oreille. Alors effectivement, dit comme ça paraît pas très fluide comme système, mais ça va tellement vite qu'en fait on ne s'aperçoit pas des coupures et des différentes étapes. Il faut savoir aussi que le réseau GSM est découpé en petites zones qu'on appelle des cellules, d'où le téléphone cellulaire. Pourquoi faire ce découpage? C'est très simple. Une antenne classique 2G peut gérer à peu près 60 appels en simultané. Alors, au fond du Larzac, c'est pas grave, mais en plein centre-ville de Paris, c'est un peu juste. Du coup, tout simplement, on fait varier la taille des cellules en fonction de la densité de la population. À la campagne, c'est plusieurs kilomètres par cellule, et en centre-ville, c'est 200 ou 300 mètres. Autre chose qu'il faut connaître lorsqu'on veut comprendre la téléphonie mobile, c'est tous les sigles, 1G, 2G, 3G, 4G, 4G+, Edge, HSDPA et tous les acronymes du genre. Donc à la base, on était en 1G. Là, c'est analogique et pas numérique, donc le téléphone, contrairement à ce que vous avez vu dans l'animation précédente, ne transforme pas le signal en suite de 1 et de 0. Et du coup, le son est pas terrible et on ne peut transmettre que de l'audio, impossible de faire passer de l'internet ou des messages. Ensuite, on arrive à la 2G. Alors la 2G, c'est le début de l'analogique, donc on peut enfin envoyer des données, ce qui nous permet d'envoyer des SMS et des MMS, et un tout petit peu de données internet puisqu'on a un débit de 9,6 kbps, ce qui est hyper lent. Puis arrive la norme Edge, qui est une évolution de la 2G au final, et qui fait passer le débit de 9,6 kbps à 380. Et encore, ça aurait pu aller plus vite,
mais les réseaux télécoms à l'époque sont bridés, et donc on reste sur cette vitesse de 380 kbps. Ça permet d'avoir enfin un débit internet un peu correct et de commencer à pouvoir faire des choses avec. C'est alors qu'arrive le monde magique de la 3G, qui avec un débit de 2000 kbps nous permet d'utiliser la visioconférence et surtout, ce qui va devenir un phénomène mondial, l'utilisation des vidéos sur Internet. Vous savez, sur des sites du genre celui sur lequel vous regardez cette vidéo actuellement. Puis arrive la HSDPA, que tout le monde au final appelle 3G+. Alors la seule différence avec la 3G, c'est qu'on passe de 2000 kbps à 9000 kbps, et que ça permet d'évoluer encore dans les utilisations vidéo, puisque maintenant on va pouvoir commencer à regarder de la HD. La surenchère continue, on passe maintenant à la 4G. La 4G, c'est la même chose que les autres, sauf qu'au lieu d'être à 9000 kbps, on est à 100 000. Donc 100 000, pour vous donner une idée, c'est à peu près 5 fois la vitesse de votre ADSL à la maison, puisque les ADSL de maison sont bridés à 20 000 kbps. Et puis arrive le dernier né en date, la 4G+, alors toujours pareil, sauf qu'on passe à 300 000 kbps. Donc on monte encore les enchères. Là, clairement, ça sert vraiment que pour la HD, sinon ça sert à rien du tout. Et de toute façon, je vous rassure, que ça serve ou pas, c'est réservé au centre-ville de quelques grandes villes en France pour l'instant. Vous l'aurez compris, c'est plus une course à la vitesse de débit qu'un changement de technologie. Et les réseaux sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent pour faire augmenter de quelques mégas votre débit, plutôt que pour amener de l'internet à des gens qui ne l'ont pas encore. Dans cette partie, je vais aider les gens qui ne s'y connaissent pas forcément en technologie et en téléphonie mobile à choisir le téléphone qui leur convient. Mais si vous avez des a priori que vous êtes fan d'une seule marque, sautez cette partie de la vidéo et allez à la fin où je vais mettre des petits facts sympas à propos de la téléphonie mobile. Tout d'abord, il n'y a qu'une seule bonne question à se poser quand on choisit un portable. C'est qu'est-ce que je vais en faire? On se fiche de savoir quel est le dernier sorti, on se fiche de savoir lequel ils avaient dans tel film, c'est qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous l'utiliser? Aujourd'hui, nos téléphones font quasiment tout. Ce sont des GPS, ce sont des consoles de jeux, ce sont des appareils photo, des caméras, des organiseurs électroniques. Donc la question est de savoir, dans tout ça, qu'est-ce que vous allez utiliser? De quoi vous avez besoin? Parce que clairement, investir dans un téléphone 4G+, pour ne jamais aller sur Internet, c'est investir dans une Ferrari pour rouler à 50. Et puis les marques, pour se différencier, se spécialisent. Par exemple, si vous avez besoin d'un téléphone étanche, dirigez-vous plutôt vers une marque japonaise. Parce qu'au Japon, la majorité des téléphones vendus est étanche, parce que les Japonais, qui ne font décidément rien comme tout le monde, aiment bien téléphoner sous la douche. Certaines marques aussi se spécialisent dans la photo, par exemple. Maintenant, payer 200 € de plus pour avoir un super appareil photo si vous en faites 5 par an, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour entrer dans les choses un peu plus techniques, on va parler des mémoires et du processeur. D'abord, les mémoires. Je mets ça au pluriel parce qu'il y en a deux. Il y a la RAM, qu'on appelle mémoire vive, qui est ce qui permet avec le processeur de faire tourner vos applications, et la ROM, ou mémoire morte, qui est purement et simplement l'espace de stockage sur votre téléphone. À part certains fabricants qui sont de plus en plus rares, la plupart d'entre eux vous permettent d'augmenter la taille de la mémoire de stockage du téléphone grâce à une carte qu'on appelle microSD. Mais certaines applications ne peuvent être installées sur la carte, elles doivent être installées sur la mémoire interne du téléphone. Quand on sait que vous avez déjà votre système d'exploitation, qu'il vous faut garder de la place libre pour que le système d'exploitation tourne correctement, vous pouvez vous retrouver bloqué et ne rien pouvoir installer. C'est pour ça que si vous souhaitez installer des choses sur votre téléphone, je vous conseille de partir avec un téléphone qui a au moins 16 Go de mémoire interne. Parce que les téléphones qui ont 8, parfois bloquent les utilisateurs. Et donc l'autre mémoire qui est la RAM, ou mémoire vive, qui sert à faire tourner les applications. Alors, deux utilisations principales, quand vous avez plusieurs applications lancées à la fois. Typiquement ceux qui sont hyper connectés, qui ont à la fois Instagram, les mails, Facebook, et en ce moment qui laisse Pokémon Go tourner en même temps, là vous avez besoin d'avoir beaucoup de RAM pour que tout fonctionne sans bugger. Deuxièmement, les gens qui utilisent des jeux en 3D par exemple, ça demande beaucoup de ressources à votre téléphone et notamment la RAM va être mise à contribution.
Et maintenant arrive le tour du processeur. Alors soyons clairs, je vais vous faire hyper simplifier parce qu'on pourrait faire une émission juste sur le processeur. Donc, deux choses à se souvenir, sa puissance qui est donnée en gigahertz, autour de 2 gigahertz aujourd'hui sur les smartphones, et le nombre de cœurs. Pour la puissance en gigahertz, il n'y a pas besoin d'être un génie. Plus le chiffre est gros, plus le processeur est puissant, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le nombre de cœurs, c'est très différent. En fait, l'amélioration du nombre de cœurs pourrait être décrite comme une amélioration à sa capacité au multitâche. Je vous rassure, ça a l'air hyper barbare comme définition, mais je vous explique, c'est très simple. Disons que vous regardiez YouTube sur votre téléphone, pendant qu'en fond votre appli mail tourne, que Facebook tourne, et que votre appli SMS est ouverte. Votre processeur gère donc 4 applis en même temps. En fait, votre processeur va alterner ses activités. Il ne se coupe pas en 4 pour les faire tourner, il va juste faire tourner chaque appli, chacune leur tour, pendant quelques millisecondes et alterner entre elles tellement vite que vous ne verrez même pas les coupures. D'où l'importance de la puissance dont je vous ai parlé. Quand vous avez 2 cœurs, eh bien les cœurs se partagent le travail et chacun d'entre eux ne gérera que 2 applications à la fois, ce qui lui permet de mieux les gérer et surtout de moins chauffer. D'où l'intérêt pour les gens très connectés qui ont toujours 12 applis qui tournent en tâche de fond, d'avoir des téléphones avec des processeurs octocœurs, alors que pour une utilisation moins intensive, les quad-cœurs suffiront largement. Il faut être très réaliste, toutes les technologies ont un prix, mais ça ne veut pas dire que les meilleurs téléphones sont forcément les plus chers. Si par exemple ce que vous recherchez c'est la photo, je peux vous garantir qu'il y a des téléphones à 600 € qui font de bien plus belles photos que ceux à 900 ou à 1000. Au final, en ne choisissant pas vraiment un téléphone et en achetant juste le plus haut de gamme que vous trouvez, vous risquez de tomber sur un téléphone qui pour votre usage précis fera moins bien le travail qu'un téléphone 300 € moins cher. Surtout que de nouvelles marques arrivent en Europe et que pour se faire une place sur le marché, elles sont moins chères que nos fabricants historiques. Et à tous ceux qui me sortent « oui, mais c'est pas de la bonne qualité, c'est fabriqué en Chine ». Ne rêvez pas, tous les téléphones que vous avez achetés depuis 10 ans étaient aussi fabriqués en Chine. Pour finir cet épisode avec le sourire, je vous propose quelques faits amusants sur la téléphonie mobile en général. Le record de vente pour un modèle appartient au Nokia 1110 qui s'est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires. C'est le moment où tu vas te sentir moins seul. En France, on estime à 100 000 le nombre de portables qui tombent chaque année dans les toilettes. En 2014, on avait sur Terre 7,324 milliards d'abonnements mobiles pour 7,300 milliards d'individus. Une étude faite sur des étudiants américains nous dit que 26% d'entre eux n'imaginent pas vivre sans leur portable, alors que seulement 20% d'entre eux n'imaginent pas vivre sans sexe. À cause de la chaleur qu'il dégage en permanence et du fait qu'on postillonne dessus toute la journée, un portable possède 500 fois plus de bactéries que la cuvette de vos WC. Et on passe notre journée à nous le coller à la bouche. Bon appétit à ceux qui sont à table. En 2013, des scientifiques ont réussi à recharger un portable avec de l'urine en utilisant une pile à bactéries. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces recherches ne sont pas du tout sponsorisées par une association écolo, mais par la Bill et Melinda Gates Foundation. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur les bavards. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez et abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à le partager le plus possible. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau... Oh, attendez une seconde. Non, c'est bon, c'est un recool. Donc à très vite pour un nouvel épisode